7 heures à Bamako, 16 heures à Osaka au Japon. Le journal de l'ORTM, c'est tout de suite. Le Mali est présent à Osaka à travers une forte délégation dirigée par le chef du gouvernement. Les Maliens prennent part à l'Expo universelle Osaka 2025 placée sous le thème « Concevoir la société du futur, imaginer notre vie de demain ». D'ailleurs, il est prévu le 2 août de mettre la lumière que sur le Mali pendant toute une journée. Mais avant lumière et projecteur aujourd'hui sur les femmes africaines à l'occasion du 31 juillet, la panafricaine nous conduit chez Kadi et Maïmouna, deux co-épouses qui ont mis leurs différends de côté et se sont donné comme tâche le ramassage des bidons plastiques pour leur donner une seconde vie, à suivre la force de la femme africaine à travers ces dames dans un reportage signé Alpha Maïga. À Ouagadougou, une foule de manifestants s'est réunie hier à l'ambassade du Côte d'Ivoire de Ouaga pour réclamer justice après le décès de l'influenceur burkinabé Alino Fasso la semaine dernière en Côte d'Ivoire. Dans l'actu des sports, l'Afro-Basket Senior Dame Côte d'Ivoire 2025 se poursuit. Les quarts de finale commencent ce soir. Le Mali affrontera le Mozambique à 15h. La chronique judiciaire ouvre le chapitre du licenciement, une dure épreuve qui bouleverse à la fois la vie professionnelle et personnelle des salariés. Mais il est important de savoir quelles sont les protections légales dont bénéficie un salarié en cas de licenciement. On en parle en fin de journal. Le journal, Moussa Papa Aïdara. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition. Le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga, représentera le président de la transition à Awaza, au Turkménistan, à la 3e conférence des Nations Unies sur les pays en développement sans littoral, prévue du 5 au 8 août 2025. Cette conférence, placée sous le thème « Favoriser les progrès par le biais de partenariats », vise à relever les défis uniques auxquels sont confrontés les pays sans littoral. Mais en attendant, il s'est envolé hier vers le Japon à Osaka. Le Premier ministre prendra part à l'Expo universelle Osaka 2025, placée sous le thème « Concevoir la société du futur, imaginer notre vie de demain ». Une journée sera consacrée au Mali le 2 août prochain à l'Expo universelle d'Osaka. Le chef du gouvernement est accompagné dans ce déplacement par certains membres du gouvernement. Les enjeux de la participation malienne à ces deux événements avec nos envoyés spéciaux, Mamari Kone et Aliou Touré. C'est la ville d'Osaka au Japon, en Asie de l'Est, qui sera la première étape de cette visite du Premier ministre chef du gouvernement. À Osaka, le journal de division Abdoulaye Maïga prendra part à l'Expo universelle Osaka 2025. Le thème central de cette édition est « Concevoir la société du futur, imaginer notre vie de demain ». L'objectif de la participation du Mali est de promouvoir l'offre de biens et services maliens à travers les réunions et rendez-vous d'affaires prévus. Cette participation sera marquée par la journée du Mali le 2 août 2025 qui sera couronnée par une nuit artistique et culturelle dénommée la Nuit du Mali en écho à l'année de la culture proclamée par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Lors de cette soirée se produiront plusieurs artistes maliens comme Cheikh Tidiane Seck, Baba Salah, Delphine Monkoro, Habib Kouété, Bala Tunkara, entre autres. Ce moment offre une vitrine aux talents et aux richesses culturelles de notre pays, tout en soutenant son rayonnement sur la scène internationale. Le Mali y voit une opportunité de renforcer ses relations avec le Japon et les autres participants, tout en attirant les investisseurs dans divers secteurs clés, notamment le commerce et l'industrie. À Awaza, au Turkménistan, en Asie centrale, le général de division Abdoulaye Maïga représentera le président de la transition à la 3e conférence des Nations Unies sur les pays en développement sans littoral. Cette conférence placée sous le thème « Favoriser le progrès par le biais des partenariats » a pour objectif de procéder à un examen de la mise en œuvre du programme d'action de Vienne en faveur des pays en développement sans littoral pour la décennie 2014-2024, d'adopter un nouveau cadre de soutien international afin de répondre aux besoins spécifiques des 10 pays. Et enfin définir un plan d'exécution du nouveau programme d'action adopté le 24 décembre 2024 par l'Assemblée générale des Nations Unies. La participation du Mali à cette conférence sera l'occasion pour le Premier ministre et certains membres du gouvernement de présenter aux partenaires au développement ainsi qu'au secteur privé les opportunités d'investissement dans les domaines des transports, des infrastructures, du commerce et de l'énergie afin de susciter leur accompagnement dans le cadre du nouveau programme d'action en faveur des pays en développement sans littoral.
Le Premier ministre est à présent à Osaka au Japon. Il se rendra par la suite à Awasa au Turkménistan. Avec Arjuma Atina à présent, suivant la ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable qui s'est rendue à Bankoni pour voir l'état des collecteurs afin de prévenir les inondations. Accompagné de tout son cabinet, le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable s'imprègne de l'état des collecteurs du quartier Bankoni. Ces deux collecteurs, tout comme d'autres de la ville, avaient été aménagés pour minimiser les conséquences des inondations. Mais actuellement, le constat sur le lieu laisse peu à désirer. Doumbia Mariam Tangara, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Les travaux ont bien commencé, ils continuent à curer. Ça fait leur 3e fois de curer. Je vois des blés qui sont entassés autour des collecteurs et puis aussi il y a des ordures qui sont déversées encore. Dans sa mission d'assurer la parfaite gestion durable des ressources naturelles, le département en charge de l'environnement va devoir prendre de nouvelles dispositions pour faire des retouches. Les entreprises vont encore récurer pour que ça puisse répondre aux normes et puis aux clauses du contrat. Donc nous lançons encore un appel aux populations riveraines de ces collecteurs-là de prendre soin de ces ouvrages parce que l'hivernage a commencé. Si on ne fait pas attention, quand ces ouvrages sont obstrués, ça va amener d'autres problèmes en cas d'inondation. La situation déplorée par les visiteurs trouve ses causes, selon eux, dans l'urbanisation non contrôlée et surtout l'incivisme en matière de gestion des ordures. AES, actualité. Décès de Alino Fasso en terre ivoirienne, la coordination nationale des associations de veille citoyenne réclame vérité et justice pour l'activiste burkinabé mort en détention à Abidjan dans des circonstances obscures. Des membres de la CNAVC ont exprimé leur mécontentement à travers une marche pacifique. Ils sont partis du mémorial Thomas Sankara à l'ambassade du Côte d'Ivoire où ils ont remis un mémorandum d'indignation à la représentation de la République de Côte d'Ivoire au Burkina. Les précisions de Mahamadi Ouedraogo de la radio du Burkina. Parti du mémorial Thomas Sankara, les manifestants vêtus de blanc à l'effigie de l'influenceur burkinabé Alino Fasso ont marché pacifiquement jusqu'à l'ambassade de la République de Côte d'Ivoire au Burkina Faso. Sur leur t-shirt et pancarte, l'on peut lire entre autres « Le peuple burkinabé réclame justice et vérité pour Alain Christophe Traoré, alias Alino Fasso, non à l'assassinat de Alino Fasso ou plus jamais ça ». S'adressant à la délégation de l'ambassade, le secrétaire général de la coordination nationale des associations de veille citoyenne, Justin Dabiré, exige que la lumière soit faite sur le décès de l'activiste burkinabé. L'acte posé par le régime d'Abidjan est un acte de trop. En de pareilles situations, le peuple burkinabé traverse en ce moment même des situations de vive désolation. Par conséquent, nous exigeons que la lumière soit faite immédiatement sur les circonstances de l'assassinat de notre camarade Alain Christophe Traoré. Que le corps de notre camarade soit restitué sans délai aux autorités burkinabées et à sa famille. Pour ces acteurs de la société civile, les autorités ivoiriennes ont trahi les principes de solidarité africaine et sous-régionale. Il n'y a pas si longtemps, les autorités burkinabées ont libéré des soldats ivoiriens qui avaient traversé notre territoire, étant même armés sans un quelconque acte de barbarie. Le Mali, dans le même esprit de solidarité sous-régionale, a libéré 49 soldats ivoiriens qui foulaient l'aéroport international de Bamako pour des missions jusqu'à aujourd'hui inconnues. En retour, que reçoit-on? Des assassinats politiques et des provocations diplomatiques. L'équipe de l'ambassade de la République de Côte d'Ivoire au Burkina, avec à sa tête l'attaché de défense Nicolas Guibro, a reçu le mémorandum des manifestants et promis de le transmettre à qui de droit. Merci, camarades. La deuxième conférence des Nations Unies sur les systèmes alimentaires se poursuit à Addis Abeba en Éthiopie. La délégation nigérienne conduite par le ministre en charge des Affaires étrangères Bakary Yaou Sangaré a pris part à une série de panels de haut niveau sur la transformation et le financement dans le domaine alimentaire dans des contextes complexes, y compris sécuritaires. Commentaire Nasser Larabou de la radio du Niger. L'un de ces panels a été dédié à l'investissement en zone d'insécurité. Durant ce panel, les réalités propres à notre confédération et
exportés à d'autres pays en conflit, tels le Soudan, ont pu être exposés. Ces panels ont par ailleurs servi de cadre pour rappeler aux partenaires onusiens et internationaux la nécessité d'inscrire leurs actions au Sahel dans le registre d'une coopération constructive globale qui favorise le respect mutuel et qui soutienne la résilience des populations face aux conséquences des facteurs liés au changement climatique, dont entre autres l'insécurité alimentaire. Des conclusions déterminantes ont sanctionné ces panels sur le rôle de la transformation dans le domaine alimentaire, l'implication des communautés locales et les financements innovants dans le domaine agricole, en particulier dans un contexte de résilience climatique. La responsabilité et l'engagement à long terme sur les défis en matière alimentaire ont été abordés, notamment sous le leadership du Royaume-Uni. Les solutions et les mesures prises pour sécuriser et rentabiliser les investissements dans l'espace AES ont été également évoquées. Les partenaires techniques et les participants ont par la suite été édifiés sur les initiatives concluantes et les programmes structurants en matière de transformation alimentaire adoptés par les États de l'AES, dont entre autres la vision stratégique commune à nos 3 États élaborée par des gouvernements souverains pour transformer leur programme alimentaire en vue de réduire de 10 à 30% la malnutrition et augmenter la création d'emplois dans le domaine agricole. Actualité sous d'autres cieux. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara est de nouveau candidat à sa propre succession pour l'élection prévue le 25 octobre 2025. S'il l'emporte, le chef d'État ivoirien octogénaire gouvernerait le pays pour un 4e mandat, un quinquennat supplémentaire que ses adversaires politiques jugent inconstitutionnel et illégal. Chez le FPI, par exemple, l'ancien parti historique d'opposition désormais dirigé par Pascal Affi-N'Guessan, cette 4e candidature est aussi illégale que la 3e. L'ex-premier ministre de Laurent Gbagbo considère qu'il s'agit d'une candidature qui déçoit car elle reflète une personnalité peu fiable et qui ne respecte pas sa parole. Cela en faisant référence à l'engagement du chef de l'État au premier trimestre 2020 de ne pas aller au-delà de 2 mandats. Les députés rwandais approuvent à l'unanimité l'accord de paix avec la République démocratique du Congo. Lors d'un vote organisé hier à Kigali, tous les députés rwandais ont adossé l'accord de paix avec la République démocratique du Congo signé sous l'égide des États-Unis le 27 juin dernier à Washington. Dans une forme de plébiscite, les députés l'ont adossé à l'unanimité après avoir écouté le ministre des Affaires étrangères qui a rappelé que les mesures de défense rwandaises ne seraient pas levées tant que le groupe FDLR ne serait pas démantelé, détaillant au passage le processus attendu pour y parvenir. Centrafrique dans l'actualité, alors que plus aucun signe de vie de l'ancien ministre n'avait été donné par les autorités depuis son transfert à l'Office central de répression du banditisme au début du mois, celui-ci a enfin été vu en public au palais de justice de Bangui hier, où il a pour la première fois été entendu par un juge d'instruction. La disparition d'Armel Sayo pendant 3 semaines a fait craindre le pire à ses proches. Actualité à Washington, aux États-Unis, droits de douane à l'avant-veille de l'entrée en vigueur des droits de douane réciproques qu'il avait décrété le 2 avril dernier. Donald Trump a annoncé être parvenu à un accord commercial avec Séoul hier. Le compromis qui prévoit l'application d'une taxe de 15% aux produits sud-coréens qui entrent sur le sol américain est le 7e conclu par Washington. Avec cet accord, la Corée du Sud échappe ainsi à la menace initiale de Donald Trump d'une surtaxe de 25% imposée à ses produits exportés sur le sol américain. Le républicain a aussi déclaré que son homologue sud-coréen se rendrait à Washington pour des discussions bilatérales dans les 2 prochaines semaines. Il s'agira alors de la première visite de Lee Jong-myung à Washington depuis sa prise de fonction au mois de juin. Radio Mali à Bamako et environ, 92 MHz en FM pour la chaîne nationale et 95.2 MHz en FM pour la chaîne 2. Et à Bamako, il est 7h14. Parlons 31 juillet, journée panafricaine des femmes. La rédaction s'intéresse à 2 coépouses dans un quartier moderne de Bamako. Il s'agit des Kadi et Maïmouna, vivant dans une maison délabrée et inachevée, qui cherchent des bidons plastiques auxquels elles donnent une seconde vie. À travers leur action, elles célèbrent le courage et la force de la femme africaine, véritable symbole d'union et de solidarité familiale. C'est l'esprit de la journée panafricaine des femmes, le récit de notre reporter Alpha Maïga.
Une combinaison musicale de la vedette Mougan Tafé Sako mise en valeur pour célébrer la femme malienne. Nous sommes à Garantibougou, un quartier populaire de la commune 5 du district de Bamako. Dans une maison inachevée aux conditions de vie précaires vivent 2 femmes. Kadi et Memouna entourées de leurs nombreux enfants. Dès l'aube, elles arpentent les rues peu éclairées et les déchargent à la recherche de bidons plastiques auxquels elles redonnent une seconde vie. Memouna Kani, première épouse. Pour aider notre mari, nous ramassons des bidons déjà utilisés pour les vendre. Après la collecte, nous les nettoyons soigneusement. Nous avons un client qui vient les récupérer chaque jeudi. Nous utilisons cet argent pour nos besoins au quotidien. La vente des bidons nous rapporte 5 000 à 10 000 francs par semaine. Kadi Koulibaly, deuxième épouse. Nous habitons dans une maison inachevée que nous payons chaque mois. Les propriétaires ont refusé même d'émettre un portail. Cliente. Je suis venue acheter des bidons. 10 bidons, c'est à 25 francs. Cliente. Nous voyageons par car pour vendre les bidons. On s'est connus à travers cette activité. Quand on s'est vus, je les ai demandé s'ils vendent des bidons. Ils m'ont indiqué leur lieu de vente et je suis venue. Malgré la fatigue, ses coépouses gardent le sourire, portées par les chansons qui célèbrent la témérité et la résilience de la femme africaine, surtout pendant ce mois de la panafricaine des femmes. La panafricaine des femmes, c'est pour galvaniser les femmes. Mahamadou Savagadou, maire délégué de Garantibougou. D'encourager dans leur lutte, dans leur travail, dans la vie quotidienne. Nous ne savons rien. Memouna Kani, première épouse. De ces journées dédiées aux femmes. Nous attendons parler. Kadi Koulibaly, deuxième épouse. Personne ne nous y associe. Leur mari, conducteur de moto-taxi de son état, les soutient dans cette aventure quotidienne. C'est cela, le véritable symbole de l'union et de la solidarité familiale. Daouda Koumari, mari de Kadi et de Memouna. La paix a de tout le temps régné dans mes 2 foyers. Entre mes 2 épouses, il n'y a aucun malentendu. Les voisins apprécient Kadi et Memouna, toujours prêtes à collaborer et à aider lors des cérémonies sociales. Elles constituent d'exemples parfaits d'entraide. Kadi et Memouna incarnent ainsi l'esprit et la vertu de la bonne marche de la société. Pour les aider au mieux qu'on peut. Ousmane Sagara, voisin. Vraiment, c'est des gens qui nourrissent leur famille au sueur de leur front. Les enfants suivent leur maman pour faire le même travail. Badje Diallo, menuisier, voisin. Nous sommes voisins et il n'y a rien de grave entre nous. J'apprécie, c'est mieux que de rester sans rien faire. Ibrahim Wansa, imam mosquée de Garantibougou. Elles sont courageuses et nous le savons. Nous, les fidèles de la mosquée, nous voyons souvent des femmes venir payer des bidons. Quand elles viennent à la mosquée, nous donnons en fonction de nos moyens. Qu'à chaque fête dédiée aux femmes, qu'ils pensent surtout aux plus démunis en offrant des petits cadeaux. Pierre Samaki, légitimité traditionnelle, chef de quartier de Garantibougou. Malgré les différentes maladies qu'on peut contracter au contact des ordures, ces femmes sacrifient leur vie pour aller chercher leur pain quotidien. Grâce à leur travail, elles aident leur mari à supporter les charges de la famille et prouvent chaque jour que la femme africaine est un pilier incontournable de la société. À travers Kadi et Memouna, c'est l'esprit de la panafricaine des femmes qu'on célèbre. Le courage, la dignité et même la capacité d'irradier de bonheur leur famille malgré l'adversité supposée des coépouses. Allez, du sport à présent, handball. La phase du groupe des hommes du championnat national de handball se poursuit dans la salle Abdallah Mohamed Aïdara du stade du 26 mars. Et en ce qui concerne l'Afro-Basket Senior Dames Côte d'Ivoire 2025, eh bien, l'Afro-Basket se poursuit. Les quarts de finale commencent ce soir. Le Mali affrontera le Mozambique à 15h. Voyons tout cela avec Isaac Chenou.
Afrobasket Côte d'Ivoire 2025, les quarts de finale se jouent ce jeudi. Les Aigles Dames du Mali affronteront le Mozambique, vainqueur de la Guinée-Conakry, au barrage 91-38. À noter que les Maliennes ont terminé premières de leur groupe avec 2 victoires en temps de sortie. Elles ont respectivement battu le Soudan du Sud 55-53, puis le Cameroun 75-49. Notre envoyé spécial Kodjisibi nous présente cette affiche Mali-Mozambique. En cette confrontation de phase finale d'Afrobasket entre le Mali et le Mozambique ne s'est imposé qu'une seule fois contre 6 pour les Aigles Dames. A priori, la tendance ne devrait pas changer lors de ce match de quart de finale ce jeudi à partir de 15h temps universel. Il est vrai qu'on peut s'attendre à ce que cette équipe mozambicaine secoue terriblement cette équipe du Mali. Mais bon, la victoire finale devrait être pour les nôtres qui sont donc en tout cas en avantage non seulement sur le plan mental parce que au sortir d'une démonstration face à l'équipe du Cameroun, l'équipe du Mali est fin prête. Elle a procédé d'ailleurs au dernier entraînement avant donc d'entamer cette rencontre cruciale de quart de finale contre les Mozambicaines. L'un des points forts face à cette équipe mozambicaine sera la taille, c'est-à-dire la bataille au niveau de la raquette, parce que nous avons des joueuses qui sont beaucoup plus costaudes que leurs adversaires mozambicaines. Mais cette équipe mozambicaine va certainement pallier ce déficit de taille par une mobilité dont on leur connaît suffisamment. C'est une équipe qui bouge beaucoup, c'est une équipe qui va essayer d'utiliser en tout cas plusieurs variantes, que ce soit en défense ou en attaque, pour fatiguer terriblement nos joueuses. Donc c'est à nos joueuses d'être suffisamment intelligentes pour pouvoir en tout cas déjouer cette mobilité de l'équipe mozambicaine. Nos joueuses clés en tout cas sont en forme, comme je le disais tout à l'heure, lors du dernier réglage au niveau de l'entraînement. Nous avons trouvé une équipe malienne très motivée. Il n'y avait que Elisabeth Dabou qui a eu un petit bobo de santé, mais je pense qu'aux dernières nouvelles, tout va bien pour la joueuse et que le groupe est au complet pour pouvoir relever encore une fois le défi dans ce match de quart de finale contre le Mozambique et se qualifier pour les demi-finales. Tout est fin prêt. La rencontre démarre à partir de 15h temps universel et nous allons espérer que nous retrouverons une équipe malienne au mieux de sa forme pour pouvoir encore une fois gagner et se qualifier pour les demi-finales. Pour ce qui est des Aigles seniors hommes, ils séjournent actuellement à Istanbul, en Turquie, depuis le samedi dernier. Le technicien colonel El Hadji Diko et ses hommes affûtent leurs armes pour l'afrobasket masculin. De la Turquie, la sélection malienne ralliera le sol angolais le 4 août prochain pour la compétition prévue du 12 au 24 août. Le Mali est logé dans le groupe D avec le Sénégal, l'Égypte et l'Ouganda. Tournant de montée en Ligue 1 professionnelle d'Israël du football, les dernières rencontres de la poule A se joueront cet après-midi. Au stade Madou Konaté, l'FC Balanza recevra ATS de Koro. Au stade Moïse Koulibaly, Derby Academy accueillera TFC de Tombouctou. Les rencontres démarrent au même moment, c'est-à-dire à 16h. Déjà, Derby Academy et Malikroa de Kati sont assurés de jouer la saison prochaine en Ligue 1 professionnelle. Championnat national de handball pour terminer. La compétition se poursuit ce jeudi. Le programme prévoit Mandé commune 6, commune 2 AS Police et Sonegao, centre omnisport de Missabougou. Ces rencontres concernent les messieurs. Les matchs joués au-delà des résultats suivants. Le centre omnisport de Missabougou a battu le Buton de Ségou 36-19. L'AS Police a dominé le Maradi Kati 42-23. Le centre omnisport de Lafiabougou est venu à bout du début de Mopti 44-18. À noter que le tableau des demi-finales des dames est déjà connu. Il s'agit de Isfas, Ségué et AS Police, centre sport de Missabougou. Nous restons avec vous, Isaac Tchenou, cette fois-ci pour la leçon du sport qui porte sur le gardien de but en handball. Eh bien, au handball, le gardien de but est le seul joueur qui a le droit d'évoluer, de toucher la balle dans sa propre zone. Son rôle est d'empêcher les tirs de l'équipe adverse de rentrer dans son but. Les joueurs de son équipe n'ont pas le droit de lui faire la passe s'il est dans la zone, mais en dehors, oui. Alors, pour comprendre tout cela, on vous écoute. Le handball est un sport collectif joué à la main où deux équipes de 7 joueurs s'affrontent avec un ballon en respectant plusieurs règles sur un terrain rectangulaire de dimension de 40 mètres sur 20, séparé en 2 camps. Le règlement officiel impose qu'un but de handball mesure 2 mètres de hauteur et 3 mètres de large, une cage gardée par un gardien.
Amadou Maïga, entraîneur de handball, nous en parle. C'est un solitaire qui se trouve sur une surface appelée zone de 6 mètres. Seul le gardien a le droit d'y évoluer. Il est dans sa zone pour défendre, toutes les parties du corps peuvent être utilisées. Au handball, le gardien peut être autorisé à sortir de sa zone, mais dans ce cas, soumis à des exigences. Il peut sortir de sa surface et participer au jeu. En ce moment, il est soumis aux mêmes règles que les joueurs de champ. Étant hors de sa zone, il ne peut y retourner en contrôlant le ballon. Aussi, s'il sort de sa zone et touche un adversaire, que ce soit volontaire ou involontaire, le gardien est expulsé avec en prime un jet de 7 mètres, communément appelé penalty. Le gardien de handball a aussi les privilèges, nous explique Amadou Maïga. Le gardien seul peut sortir le ballon sur la ligne de but et il est engagé dans ces 6 mètres. Mais quand il le sort des lignes de touche, la balle sera engagée par l'adversaire. Lors des jets de 7 mètres, il peut avancer jusqu'à la ligne de 4 mètres. Au handball, le but du jeu est de faire entrer le ballon dans la cage opposée plus de fois que son adversaire. Et le rôle du gardien est d'en empêcher. Chronique judiciaire. Au Mali, comme dans de nombreux autres pays, la perte d'un emploi constitue une épreuve qui bouleverse à la fois la vie professionnelle et personnelle des salariés. Mais quelles sont les protections légales dont bénéficient ces derniers en cas de licenciement? Quels devoirs incombent-ils aux employeurs? Dans la chronique judiciaire, nous vous proposons une analyse des mécanismes du licenciement, de ses diverses formes et des recours possibles à la lumière du droit malien avec Garibou Pérou. Qu'il soit fondé sur un motif personnel ou économique, le licenciement marque la fin d'une relation de travail. Loin d'être un acte arbitraire, la décision de licenciement doit répondre à des procédures équitables et transparentes. Maître Lala Gakou, avocate au barreau du Mali, membre du Conseil de l'Ordre des avocats du Mali. Le licenciement, c'est une rupture du contrat de travail à durée indéterminée qui est prise à l'initiative de l'employeur. C'est l'employeur qui décide de mettre fin au contrat à durée indéterminée pour telle ou telle raison. L'employeur doit suivre plusieurs étapes avant de prendre une décision définitive. C'est la saisine de l'inspection du travail pour un avis sur le licenciement qu'on envisage. Quand on saisit l'inspection du travail, l'inspection a 15 jours pour émettre un avis, sachant que l'avis émis par l'inspection du travail n'est pas un avis conforme, ce n'est pas un avis qui lie l'employeur. Malgré l'émission de l'avis défavorable de l'inspection, l'employeur peut tout de même décider de licencier. Mais en cas de saisine ultérieure du tribunal du travail, cela va nécessairement aller contre lui s'il y avait un avis défavorable de l'inspection qui était motivé. Au-delà de l'avis de l'inspection du travail, il y a un préavis qui doit être respecté. On dit aux salariés, on entend vous licencier à compter de cette date, mais on vous donne 1 mois de préavis pour pouvoir vous réorganiser, chercher du travail. En cas de contestation, les salariés peuvent saisir les services compétents pour vérifier la légitimité et la procédure du licenciement. Si vous sentez que le motif que je vous reproche n'est pas justifié, à ce moment-là, oui, vous avez des recours contre moi. Vous saisissez l'inspection du travail pour dire que vous n'êtes pas d'accord avec le motif. L'inspection peut appeler l'employeur pour un entretien, pour une confrontation. Si cela n'aboutit pas, vous avez la possibilité de saisir le juge et vous pouvez même réclamer des dommages-intérêts. Les discriminations, qu'elles concernent l'âge, le sexe, l'origine ou les opinions, ainsi que les licenciements sans justification sont considérés comme abusifs, peuvent être contestés en justice. Si le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, il y aura lieu à l'octroi de dommages-intérêts. Après, il appartiendra au juge de dire est-ce que c'est un motif légitime, est-ce que ce n'est pas un motif légitime. L'indemnité de licenciement est calculée en fonction de l'ancienneté et du salaire du salarié. L'employeur doit respecter les critères légaux pour éviter toute irrégularité. Ce que la loi prévoit, c'est entre 20 et 30% du salaire. Maintenant, si la convention collective qui a vocation à s'appliquer au domaine d'activité, si la convention collective prévoit des pourcentages meilleurs, plus favorables, ce sont ces pourcentages-là qu'on va prendre. L'employeur doit remettre aux salariés des documents essentiels tels que le certificat de travail et l'attestation emploi permettant aux salariés de faire valoir ses droits. Il faut toujours remettre un certificat de travail aux salariés. On remet un certificat où on ne précise pas le motif du licenciement. On ne précise même pas que c'est suite à un licenciement. On met simplement l'ancienneté du salarié, son nom et les informations qui le concernent. On lui remet le certificat de travail, on lui remet son solde de tout compte, tout ce qu'il doit
Au jour où il part de l'entreprise, tout ce qu'on lui doit. Indemnité de licenciement, indemnité de préavis, congé non joui. On calcule tout cela, on lui remet un solde de tout compte et aussi s'il y a une lettre de licenciement qu'on ajoute. Une bonne connaissance des droits liés au licenciement est cruciale. Elle permet d'éviter d'éventuels contentieux, souvent coûteux pour l'employeur. 7h30. C'était une présentation de Moussa Papa Idara, réalisation, coordination Ousmane Dao. Vous l'aurez compris, c'est la fin de ce journal. Derrière la baie vitrée, 3 Koulibaly. D'abord, mise en onde bien assurée par Alou Koulibaly, mise en ligne Cheikh Abdelaziz Koulibaly et Moussa Koulibaly qui s'apprête à vous livrer les avis et communiqués. Merci à tous pour votre attention. Restez sur vos positions d'écoute et n'oubliez surtout pas, garde le sourire, quoi qu'il arrive. Magnifique journée de jeudi à tous sur le RTM. Le temps sur les ondes. Le temps sur les ondes.